Bonjour à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue au mercredi des téléspectateurs sur For You Media Africa, votre média panafricain. Eh bien, vous le savez, ce mercredi, c'est vous qui êtes à l'honneur. Nous vous proposons deux thématiques et vous aurez bien sûr l'occasion d'intervenir par rapport à ces thématiques ou alors d'autres sujets d'actualité de votre choix. Eh bien, ce que nous vous proposons en premier ce matin, on revient sur cette annonce de Paris en ce qui concerne la réduction de ses troupes en Afrique. Vous savez, la question des bases militaires étrangères, surtout françaises, reste d'actualité dans les États africains. Un rapport de reconfiguration du dispositif militaire français en Afrique a donc été soumis lundi dernier, donc le 25 novembre, au président Emmanuel Macron. Il a été remis par Jean-Marie Bockel, qui est bien sûr l'envoyé personnel du président français en Afrique, à la suite des discussions avec des partenaires. Vous vous souvenez, M. Bockel l'avait d'ailleurs dit qu'il était en discussion avec certains partenaires et il avait déclaré que leurs partenaires ne souhaitaient pas leur départ, voilà, mais il annonce quand même qu'il y aura un redéploiement, une réduction des troupes françaises en Afrique, et il cite particulièrement le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Tchad et bien sûr le Sénégal. Alors, les militaires français seront donc de moins en moins nombreux au Gabon, au Tchad, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. La collaboration diplomatico-militaire avec ces États et la France sera donc réduite selon un plan envisagé par l'exécutif en matière de coopération. Alors, décrit comme renouvelé par Paris, il s'appuie sur le rapport soumis le lundi 25 novembre, comme on l'a dit. Alors, votre avis nous intéresse ce matin sur cette question, effectivement. Est-ce que cela change, voilà, les critiques qui sont faites en ce qui concerne la présence de ces bases militaires françaises en Afrique, ces pays qui ont été choisis, entre autres, est-ce anodin? Est-ce que ce n'est pas également une bonne chose, la réduction de ces militaires, ou alors il fallait tout simplement, comme on a vu ailleurs, chasser complètement, pour employer peut-être le terme, ou alors fermer complètement ces bases militaires? Que pensez-vous de cette décision de Paris, bien sûr, après la discussion avec ces différents États? Et puis, en second thème, du moins le second que nous vous proposons ce matin, on parle de la coopération économique entre Dakar et Washington, vous l'avez compris, entre le Sénégal et les États-Unis. Eh bien, ce qu'on apprend, c'est que les deux pays ont convenu de promouvoir davantage leur coopération économique bilatérale. C'était donc à l'issue d'une première réunion de la commission économique mixte entre les deux pays qui s'est tenue du côté de Washington le 22 novembre dernier. Ils ont décidé de développer les opportunités d'affaires, de renforcer leurs liens commerciaux selon bien sûr la déclaration finale dont nous avons bien sûr reçu. Il y a une délégation, comme vous pouvez le voir à travers les images, délégation bien sûr sénégalaise qui s'est déplacée et qui s'est donc entretenue avec les autorités américaines. Selon le communiqué, au cours de cette session, les deux délégations ont eu des discussions constructives sur l'importance des réformes économiques et d'un secteur privé solide et innovant pour stimuler la croissance. Votre avis nous intéresse également ce matin en ce qui concerne cette coopération qui veut, en tout cas dans les plans de l'État sénégalais, qui doit être renforcée avec Washington. Coopération économique, est-ce une bonne, du moins, est-ce un bon partenaire pour le Sénégal dans le cadre du renforcement de l'économie de ce pays, de l'Afrique de l'Ouest, au-delà des critiques contre ses partenaires occidentaux? Que vous inspire cet accord de coopération économique? Alors, d'aucuns s'en vont dire que les États-Unis prendront la place de la France du côté du Sénégal. Est-ce que vous analyserez également de manière froide cette actualité comme cela? De toutes les façons, on en parle ce matin avec vous, chers téléspectateurs. Merci une fois de plus.
Comme vous le savez, c'est toujours un honneur de vous recevoir tous les matins sur For You Media Africa, le mercredi des téléspectateurs qui s'ouvrent et directement, bien sûr, le standard est ouvert directement, la réalisation, le standard affiche donc les numéros de téléphone, du moins les codes d'accès pour vous permettre de participer en direct à cette émission. Je vais rapidement les rappeler avant d'aller prendre le premier téléspectateur de cette matinée. Donc, vous pouvez nous appeler soit par appel direct ou encore appel WhatsApp et vous n'aurez simplement qu'à composer les numéros suivants. Le premier numéro, ce sera le plus 237 683 20 96 61. Le second numéro qui vous permet également d'accéder bien sûr au standard, le plus 237 693 58 96 68, ou encore pour ceux qui veulent nous avoir par Skype et allez tout simplement chercher ou alors For You TV et nous vous serons le plaisir de vous recevoir sur nos plateaux. Le principe est simple, vous appelez, vous donnez votre point de vue sur les thématiques qui vous sont proposées ce matin, ou encore vous avez le choix, vous partagez une actualité de votre choix avec nous, vous partagez une analyse avec nous ce matin. Nous sommes en discussion, en tout cas vous le savez, c'est vous qui faites le panel le mercredi. Alors on va prendre, je crois, le premier téléspectateur, le standard. Allô? Allô, Mayana Chike, bonjour. Bonjour. Bonjour standard, bonjour aux techniciens. C'est M. Kofi depuis la Côte d'Ivoire. Bonjour, M. Kofi. Mayana Chike, concernant le Sénégal, pour le moment, moi, je ne peux rien dire. Parce que M. Sonko, tu avais suscité l'espoir des Africains et le peuple sénégalais. S'il ne veut pas se faire ridiculiser, il va falloir qu'il suive le projet africain. Parce qu'au Sénégal, il y a eu des grands écrivains. Vous citez quelqu'un comme Monsieur Diop, hein, tu as été un grand écrivain. Tu as écrit même les livres que nous étudions pour prendre la connaissance au moins des savants sénégalais. Si Diomaye Faye et Sonko veulent se faire ridiculiser, moi je pense qu'il doit choisir le projet africain, d'être des grands panélistes, panafricains, et puis libérer l'Afrique, surtout le Sénégal. La France, ça fait main basse sur ça. Parce que je pense que c'est pour cela que le peuple sénégalais a choisi Sonko et Diomaye Faye pour diriger la nation sénégalaise. C'est pour libérer le Sénégal des mains des Français. Donc, si Sonko va signer les accords avec les Américains, moi, je n'ai rien à dire sur ça. Mais s'il ne veut pas se faire ridiculiser, il ne veut pas avoir la grande honte, je pense qu'il doit réfléchir avant de poser certains actes. Quand on finit avec ça, oui. La France, en 1919 et 1939, l'humiliation que la France a subi l'a pas suivi. L'a pas suffi. On va humilier encore la France encore. Parce que la France pense que l'Afrique a été fabriquée par les ingénieurs français. Non, c'est l'Afrique qui a fabriqué le sol français. C'est pour cela la Première Guerre mondiale, les Africains sont allés le faire libérer. C'est pour cela que la Deuxième Guerre mondiale, les Africains sont partis le faire libérer. Donc, sa coopération avec les pays africains, si ce n'est pas des projets gagnant-gagnant, l'État français, excuse-moi du terme, est tellement bête que moi je ne comprends pas. Comment vous avez 15 pays africains que vous avez la coopération. Renault, ce n'est pas implanté en Afrique. Comme on appelle Peugeot, ce n'est pas implanté en Afrique.
Et c'est Total qui s'est implanté en Afrique en finançant les rébellions, les terroristes et les coups d'État. Total. J'ai toujours dit à la France de quitter l'Afrique du moment qu'il y a encore le soleil dans le ciel. On a toujours, par le canal de For You Media et Afrique Media, on a dit à la France de quitter l'Afrique en gardant les bonnes relations avec les Africains, en coopérant le marché gagnant-gagnant. Quel est le projet pour nous dire que non, on va réduire nos armées au niveau de la Côte d'Ivoire, Gabon, Tchad et Sénégal? Qui a dit qu'on a besoin de l'armée française ici en Côte d'Ivoire? Qui a dit ça? Qui? Magnola Siké. Oui. Un exemple. En 2011, vous savez, j'ai toujours dit ça et je n'ai pas peur de le dire. La rébellion de 2002, c'est la France. En 2010-2011, l'armée française, en audiovision avec les hélicoptères de ONUCI, ont bombardé les Ivoiriens, ont assassiné les Ivoiriens, l'armée française. On commençait à assassiner à partir de Mans, Diokwe, Toulepleu, Bloroquin, San Pedro, Daloa, Abidjan, Bouaké, Ndjebonois, Thiébissou. Et puis, il revient plus tard nous dit que non, on vous a assassiné gratuitement parce que Alassane Dramane doit être nommé président de Côte d'Ivoire. Magnola Siké, que la France parte de la Côte d'Ivoire, que l'armée française quitte la Côte d'Ivoire avant 2025. Que l'armée française quitte la Côte d'Ivoire avant 2025. Parce que les élections de 2025, si un soldat français se prend dans les rues de la Côte d'Ivoire, toute la France sera incendiée en Côte d'Ivoire ici. C'est-à-dire que, Magnola Siké, ce que nous sommes en train de dire, je pense que les ambassadeurs français au niveau de l'Afrique de l'Ouest nous écoutent. Je dis bien, c'est M. Kofi depuis la Côte d'Ivoire, que la France, l'armée française quitte la Côte d'Ivoire avant 2025. Que l'armée française quitte la Côte d'Ivoire avant 2025. Parce que ce qui va se passer en 2025, si on a vu un soldat français, de l'armée française, des 43e BIMA, dans les rues d'Abidjan, ça sera la fin de tous les Français en Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne peut pas venir nous tuer comme des rats, comme des moutons en 2011. Et nous sortir plus tard, nous dire que non, on vous a assassiné parce que quelqu'un doit être président de la République appelé Alassane Dramane Ouattara. Et puis vous allez retourner nous assassiner encore avec Alassane Dramane Ouattara en 2025. Que l'armée française se retire de la Côte d'Ivoire avant 2025 pour sauver l'honneur de la France. En tout cas, pour sauver l'honneur de la France. Que la France quitte la Côte d'Ivoire avant 2025. On n'a pas dit la coopération française, hein? L'armée française doit quitter la Côte d'Ivoire avant 2025. Magnola Siké, quand je finis de dire ça, oui, je voudrais que le PDCI, le grand PDCI, parti créé par Houphouët-Boigny, clarifie sa position. Il ne s'agit pas d'aller en France, de faire des tournées en Europe. Le pouvoir, c'est ici en Côte d'Ivoire. C'est les Ivoiriens qui votent. Le PDCI qui a été créé parce qu'il y avait l'injustice entre le colon et les Ivoiriens. C'est pour cela qu'il faut aller jusqu'au Mali et ils ont créé le RDA. Section Côte d'Ivoire, PDCI, RDA. Qui clarifie leur position. Que le PDCI nous clarifie leur position pour nous dire qu'ils sont pour la cause des Ivoiriens. Ils sont pour l'injustice posée aux Ivoiriens. Magnola Siké, je vous dis que depuis 2011, depuis 2002, 2011, les Ivoiriens qui ont été assassinés, tués par les rebelles d'Alassane Dramane Ouattara, les rebelles ont été payés 17 millions.
Le merci des rebelles, là, c'est 17 millions au grade colonel. D'autres ont été faits grade colonel, d'autres ont été faits préfet. J'ai dit, le préfet de San Pedro, c'est celui qui a fait la guerre au niveau de Odiéné. C'était le com zone d'Odiéné. Il a été nommé préfet de San Pedro, préfet de région. Quelqu'un qui n'a jamais allé à l'école de l'ENA, il a été nommé préfet de région de San Pedro. Son nom de guerre, son nom de rébellion, là, s'appelle Bernardin. Vous voyez? Et ces rebelles-là ont été payés à hauteur de 17 millions. Vous voulez dire merci d'avoir assassiné des Ivoiriens pour qu'Alassane Dramane Ouattara soit président de la République de Côte d'Ivoire, accompagné par l'armée française, le ONICI, tout cela. Sauf l'armée du Bénin, sauf les Béninois qui n'ont pas participé à l'assassinat des Ivoiriens. Je n'ai jamais oublié de dire ça, sauf l'armée. Les Béninois, ils étaient dans la mission de l'ONICI. Ils étaient basés à Guiglo. Ils ont refusé de tuer les Ivoiriens. C'est pour cela qu'on les a renvoyés avant la fin de la mission. Merci au peuple béninois. Merci au peuple béninois d'avoir respecté ce contrat. Ok. Manuela Chiquet. Je peux revenir après. Mais que l'armée française quitte la Côte d'Ivoire avant 2025. Avant 2025, il faut que l'armée quitte la Côte d'Ivoire. Parce que la fois passée, j'ai dit, l'ambassadeur du Vatican qui a été témoin des élections de 2011, parce que simplement, il a dit que c'est le président Laurent Gbagbo qui a gagné les élections, il a été assassiné à Mans. Mans se trouve à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Maïla Chiquet, s'il veut, il n'a qu'à venir me faire assassiner. Moi, je m'en fous. Moi, je ne peux pas cacher ce que j'ai vu de la rébellion, ce que je sais de la rébellion là. Mais, conclusion, que l'armée française quitte la Côte d'Ivoire avant 2025. Maïla Chiquet, merci. Merci, merci. Je peux revenir plus. Merci à vous, monsieur Kofi. Depuis la Côte d'Ivoire. Merci infiniment pour cet appel. Vous pouvez bien sûr revenir, vous le savez, le standard reste ouvert jusqu'à la fin de ce programme, donc vous pouvez revenir, pourquoi pas, pour toujours participer. On rappelle, effectivement, vous êtes revenu sur cette coopération, le renforcement de cette coopération annoncée entre le Sénégal et les États-Unis. On va rappeler, bien sûr, aussi à l'attention de nos téléspectateurs que les discussions ont porté sur des domaines clés quand même, entre autres tels que l'agriculture par exemple, l'économie voilà, bleue, les technologies ou encore l'amélioration du climat des affaires et la gestion transparente des finances publiques, et bien entre autres points qui ont été abordés par les deux parties. Et bien les deux délégations ont donc convenu de poursuivre leur collaboration afin de mettre en œuvre rapidement les initiatives identifiées. Mais pourquoi cette collaboration est assez critiquée? Pourquoi la décision des autorités sénégalaises justement de renforcer ces relations avec ces relations économiques, il faut le préciser, avec les États-Unis? Pourquoi cette décision n'est pas aujourd'hui acceptée? Est-ce que cela ne pourrait pas aussi avoir un impact positif pour le développement économique du Sénégal? De toutes les façons, on en parle avec vous, une fois de plus, chers téléspectateurs. Et bien sûr, l'actualité aussi, on l'a dit, hein, en Afrique, avec ce rapport, du moins cette décision des autorités françaises de réduire le nombre de militaires en Afrique, selon les informations. Un certain nombre de militaires, on parle d'une centaine de membres des forces armées qui vont donc stationner dorénavant du côté du Gabon, au Sénégal et en Côte d'Ivoire, contre 350 militaires pour Dakar et Libreville et 600 du côté d'Abidjan. En ce qui concerne le Tchad conserve 300 soldats français contre 1000 auparavant. Voilà donc entre autres quelques chiffres
effectivement, qui sont avancées et on nous dit qu'un détachement de liaison permanent sera le seul élément gardé afin de garantir les besoins exprimés par chaque pays. Monsieur Traoré, vous êtes au standard, je pense que vous nous appelez du Burkina Faso. Allô? Allô, bonjour, ma journaliste. Ouais, je suis là. Oui, monsieur Traoré, bonjour. Vous êtes déjà en direct. C'est quand intervenu par le problème du Sénégal, le Sénégalais là et Sénégal et Côte d'Ivoire, leur autorité là est toujours les trahisons de l'Afrique depuis tant colons. On est parti, notre grand-parent a libéré la France. Après la libération, là, ils ont venu massacrer à nos parents qui demandaient leur chose, demande à Thiaroye. Après, les fédérations Mali et Sénégal, ils ont préparé pour. On a dit qu'ils vont réduire leur effectif là, c'est faux. Voilà que le Sénégal est en train de négocier avec les Américains là. Les mêmes Français là vont venir porter les tenues américains à Sénégal, en Côte d'Ivoire. Tout ce qu'ils sont en train de dire qu'ils vont réduire leur nombre de militaires là. C'est les mêmes là, ils vont porter des. Malheureusement, des soucis avec votre connexion, communication, Monsieur Traoré. Nous sommes désolés pour cette interruption, mais on espère que vous allez revenir. Peut-être qu'il faudra vous repositionner pour avoir une meilleure, peut-être un meilleur réseau. Peut-être pour vous permettre de participer sereinement à cette discussion. Nous espérons que vous allez revenir. Le standard reste bien sûr ouvert. On prend un autre téléspectateur. Allô? Bonjour, Martina Cité. Bonjour, cher panafricaniste. Bonjour, cher journaliste. Bonjour à tous. Ce matin, je vais un peu revenir sur le cas de MI5 et son ami Sonko, qu'ils fassent très attention. D'abord, je me nomme Jeune Panafricanisme de Côte d'Ivoire, donc je vous appelle depuis la Côte d'Ivoire. Oui. Alors, qu'ils fassent très attention. Qui dit les États-Unis, dit les Occidentaux. Alors, qu'ils fassent très attention. Nous, on l'observe. On a regardé les élections législatives, on a regardé. Donc, on va maintenant regarder comment il va gérer le pouvoir. Mais qu'il fasse très, très attention. Voilà, il ne faudrait pas qu'il nous décourage. Et maintenant, son travail va commencer. Alors, j'ai fini cela pour revenir encore sur le cas de la France. Moi, je ne sais pas comment la France veut diriger l'Afrique ou c'est la France qui veut. En fait, c'est la France qui veut diriger l'Afrique. La France ne considère pas qu'il y a des dirigeants en Afrique. Ils se disent que c'est eux-mêmes qui ont nommé les dirigeants de l'Afrique francophone. Remarquez un peu, c'est tous les pays francophones qui ont toujours des problèmes. C'est tous les pays francophones qui ont toujours des problèmes. Alors, moi je pense que nos dirigeants doivent prendre leurs responsabilités. Et c'est ce qu'on voulait, Gbagbo voulait faire, aujourd'hui on a un nouveau pouvoir. Et c'est ce que les gens de l'Est sont en train de faire. Je pense que nos dirigeants qui gèrent notre pays, les pays francophones, qui se révoltent. Nous, on parle pas mal d'eux. On ne peut pas les injurer, mais on leur donne des conseils. Il faudrait que le partenariat soit changé. L'armée française doit quitter l'Afrique. L'armée française doit quitter l'Afrique. On dit non, vous n'aimez pas, on aime les Français, mais la politique française qu'on n'aime pas. On aime les Français, c'est les hommes, mais on n'aime pas la politique française. Je m'arrête là. Merci beaucoup.
C'est nous qui vous remercions. Voilà notre fidèle téléspectateur, le jeune panafricaniste qui appelle depuis la Côte d'Ivoire. Merci pour cette participation. Ce matin, on va rester au standard, les codes d'accès. On le rappelle, plus 237 683 20 96 61 ou encore le plus 237 693 58 96 68. Appel WhatsApp ou direct. Nous serons heureux de vous accueillir. On prend un autre appelant. Allô? D'accord, on va rappeler une fois de plus à nos téléspectateurs que vous pouvez bien sûr aussi nous avoir sur Skype, oui, sur Skype également, à travers Skype sur For You TV. Vous pouvez appeler pour participer. Et bien, en ce qui concerne cette collaboration avec le Sénégal, et bien sûr les États-Unis, puisqu'on a dit, on a parlé du renforcement de la coopération économique. Et bien, on rappelle que les États-Unis ont donc salué ce progrès. On parle de progrès au Sénégal en matière de transparence budgétaire et bien sûr l'engagement du Sénégal avec le Fonds monétaire international. On reviendra sur ce détail tout à l'heure, mais ce sont des éléments qui ont été salués par Washington et qui ont encouragé Washington à renforcer sa coopération économique avec Dakar. Un autre appelant, allô? Merci, bonjour. Bonjour, Madame Annelesque. Bonjour, monsieur. Et bonjour à tout le personnel de For You Media. Merci. Maintenant, concernant le Sénégal, oui. Voyez-vous, nous, les pays africains, on ne cessera jamais de nous infantiliser. Comment est-ce qu'une fois un pays africain, après une élection présidentielle américaine, est déjà allé là-bas aux États-Unis pour parler de leur budget, pour parler de comment est-ce qu'ils vont gérer leur pays, de comment est-ce qu'ils vont coopérer? Est-ce que les Africains, une fois, fait ça? Mais c'est nous toujours. Les gens vont infantiliser et puis nos dirigeants acceptent cela. Ils sont là après chaque élection, c'est des Occidentaux, des Américains qui vont venir pour une soi-disant coopération parce que ceci, cela. Qu'on arrête ça, qu'on grandisse au moins. Qu'on grandisse au moins. Nous, on a cru que vraiment Diomaye Faye et son premier ministre, là, vraiment au début, on avait confiance en eux. Mais maintenant, là, quand j'observe les choses, ils ne sont pas trop clairs. Et s'ils ne sont pas trop clairs, c'est des personnes qui sont venues dealer. Et ça, c'est sur la tête des Sénégalais. Ils ont abusé des Sénégalais. Et vraiment, c'est déplorable. Surtout pour tous les pays africains. Maintenant, concernant l'armée française, qui dit qu'ils vont diminuer leur militaire. En fait, mais ils diminuent, c'est pas parce qu'il y a autre chose. Ils n'ont plus d'argent. Ils n'ont plus d'argent. La France n'a plus d'argent. La France est devenue un pays PPTE, comme eux-mêmes, ils aiment bien le dire. Et donc, ce n'est pas par humaniste qui dit qu'ils diminuent leur contingent en Afrique. C'est faux. Et ils n'ont plus d'argent de pouvoir entretenir comme on le disait, ces sans domicile fixe là. C'est tout. C'est tout. C'est la raison. C'est la seule raison. Sinon, il n'y a rien d'autre. Sinon, si ça ne tenait qu'à eux cela, même si c'était pour changer même l'armée des pays africains entièrement, mais ils allaient le faire. Mais comme ils sont dans l'incapacité, faute de moyens financiers, et donc ils sont obligés de réduire leur effectif en Afrique. Et puis, voyez-vous ce que M. Kofi est en train de dire. Moi, j'appelle de la Côte d'Ivoire. Oui. Ce que M. Kofi vient de dire, là, voyez-vous la méchanceté de nos dirigeants. La méchanceté de nos dirigeants. Vous êtes venus au pouvoir. Il y a eu des événements, il y a eu des meurtres, il y a eu des tueries. Et vous venez vous taisez là-dessus. Vous vous taisez là-dessus. Vous dites que tel camp a été chose. Bon, ils ont jugé un camp. Et l'autre camp qui reste là, on fait comment? On fait comment? L'armée française doit nous rendre compte en tant qu'Ivoiriens. Parce que depuis 2000, ils ont commencé à nous tuer. Ce n'est pas maintenant qu'ils ont commencé à le faire. De 2000 jusqu'en 2010, là, les soldats français ne faisaient que tuer les Ivoiriens. C'est parce que de façon officielle, on mettait ça sur le compte de la rébellion, des rebelles, mais en vérité et en réalité, c'était l'armée française qui tuait les Ivoiriens. Qui tuait les Ivoiriens.
Mais et donc, le fait est-ce qu'on qu'ils diminuent leur m'entendait? effectif en Afrique, là, nous, ça ne nous fait ni chaud ni froid. Tout simplement, cela démontre de leur faillite financière. C'est tout. Merci et bonne journée. D'accord, merci à vous. Vous pensez que voilà, il s'agit tout simplement d'une faillite financière et que la France masque cela une sorte de stratégie ou reconfiguration, voilà, en ce qui concerne sa présence militaire en Afrique. Mais ce qu'on retient, reconfiguration ou pas, c'est que la France, militairement en tout cas, ne quitte pas l'Afrique. On parle d'une réduction des militaires, mais à qui la faute également? C'est aussi l'autre question que l'on pourrait se poser. Ce sont nos dirigeants à la tête des États qui acceptent de continuer à collaborer. Mais de l'autre côté, certains aussi estiment qu'on ne peut pas rompre radicalement les liens comme ça avec les partenaires, soit on le fait, voilà, peut-être de manière progressive, soit, voilà, on le fait, mais voilà, quand même avec un peu de manière. Peut-être que c'est ce que ces États font, mais est-ce que vous pensez que les États africains aujourd'hui devraient rompre radicalement les liens ou la coopération militaire avec des partenaires, justement, tels que la France? Pourquoi est-ce que cette réduction des militaires français ne réjouit pas réellement les peuples africains? On prend Monsieur Marc en France. Monsieur Marc, bonjour. Bonjour, Madame Manuela. Bonjour. Bonjour pour le thème que vous avez mis en tout cas à jour aujourd'hui. Je voudrais vraiment m'exprimer sur 2 ou 3 points. Oui. Le premier point, c'est le problème des bases militaires en Afrique. Oui. En tout cas, je ne comprends pas pourquoi les bases militaires françaises sont en Afrique. À la Deuxième Guerre mondiale, les Africains sont venus en France pour lutter contre le nazisme. Moi, mon père même a été aussi enrôlé, est venu combattre. Qu'avons-nous reçu comme, je veux dire quoi, comme gain? Nous n'avons rien reçu comme gain. On est venu, ils nous ont traités de tirailleurs, que de militaires. Nos parents sont venus mourir pour eux. Ils n'ont rien donné comme profit à notre combat. Ils nous ont traités de tous les noms d'oiseaux. Mais que font-ils sur notre continent et dans nos pays? Moi, je crois qu'il faut rompre radicalement contre ces envahisseurs qui sont venus et que, par angoisse, sont allés sur notre continent pour aller piller nos ressources. Pour aujourd'hui, c'est dire qu'ils sont industrialisés, qu'ils sont riches. La richesse nous appartient. Même eux-mêmes le disent. L'Afrique est notre avenir. Ça veut dire que si nous, Africains, nous n'existons pas, et que nos terres n'existent pas, ils n'ont aucun avenir. Donc, d'autres même ont clamé qu'ils vont recoloniser l'Afrique. Donc, ça veut dire qu'ils sont en voie de recolonisation, mais par des manières très perfides et très manifestes, et que nous aussi, nous devons ouvrir les yeux. Vous savez, ces gens-là nous traitent comme des grands enfants. Et moi, la corruption qui sévit sur notre continent par rapport aux autorités politiques, cela me fait vraiment très mal. Parce que avec cette monnaie nazie qu'ils coupent et qu'ils vont jeter sur notre continent, cela ne nous profite à jamais. Vous savez qu'un seul franc CFA ne vaut rien du tout. Ou bien 1 euro fait 0,00015 francs, 15 euros. C'est-à-dire qu'un franc CFA, ça fait 0,00015 euros. Et cela ne peut se changer nulle part ailleurs. Donc, leur présence sur le continent ne sert à rien du tout. Il faut rompre radicalement avec ces genres de pratiques-là.
Nous n'avons aucune base militaire en Europe. Je vous demande dans un pays européen où il y a une base militaire africaine. C'est-à-dire qu'ils nous ont laissé là-bas. Quand ils provoqueront leur guerre parce qu'ils sont des belliqueux, alors ils vont aller nous recruter pour que nous puissions faire la guerre pour eux. Et voilà pourquoi aujourd'hui ils nous prennent sous forme d'esclaves. Et ça, moi je veux que la rupture soit radicale au lieu de penser à faire tout ce qu'ils sont en train de faire. La deuxième chose que je voudrais parler, c'est la Côte d'Ivoire. Oui. Dans notre pays, en Côte d'Ivoire, par exemple, aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous exprimer. Dès que quelqu'un s'exprime, c'est la prison. Et aujourd'hui, avec cette politique que ces gens, ces autorités qui sont venus au pouvoir massacrant la population sont là aujourd'hui, cela fait de telle sorte que l'Ivoirien lui-même n'a plus sa place dans la nation. Ils sont en train de recruter des hommes venant de l'extérieur qui ne sont même pas des nôtres, qui sont aujourd'hui en train de prendre la place des Ivoiriens, les leucodermes, qui sont en quantité innombrable, en train de prendre nos terres. Pouvons-nous nous laisser faire comme ça pour que nous, nos enfants et nos petits-enfants puissent être demain esclaves? C'est une autre forme de colonisation dont ils sont en train de pratiquer. Nous devons nous lutter pour ça. Et les élections à venir, celui qui va venir au pouvoir, qui ne parlera pas de la monnaie CFA, qui est en train de nous réduire en esclavage financier, et qui ne parlera pas de ses bases militaires, moi je demande aux Ivoiriens d'éplucher toutes les propositions de ces candidats. Celui qui ne parlera pas de ça, que cette personne a recul. Pourquoi ne veulent-ils pas que M. Laurent Gbagbo soit candidat? Pourquoi? Parce que c'est lui qui parle de ce problème-là et depuis des années, il est constant sur cela. Moi, je veux savoir quel candidat encore qui parle de ce problème. Voilà. Et la troisième chose que je voudrais parler, c'est le problème de Sonko et son ami Faye. Aujourd'hui, cette décision qu'ils ont prise contre le Mali pour la carte Nina, je trouve que c'est une erreur. C'est une erreur parce que nous devons créer des grands ensembles pour pouvoir lutter efficacement contre ces envahisseurs. Et le Sénégal aujourd'hui est en train de marcher comme un singleton, ce qui n'est pas profitable à eux. Il faut qu'ils puissent comprendre cela. Sonko et son ami sont des ennemis de l'Afrique. Moi, je crois. Moi, je ne prends pas, je ne veux pas dire que adversaire, c'est des ennemis. Monsieur Marc. Ouais. Oui. Vous voulez poser une question? Oui, bien sûr. En ce qui concerne, bien sûr, M. Diomaye, le président sénégalais, et M. Sonko, son Premier ministre, est-ce que ce n'est pas un peu radical quand même en ce qui... Pour juger leurs actions, bien sûr, au Sénégal? Qu'est-ce qui vous pousse quels sont les arguments, sur quoi est-ce que vous basez pour estimer aujourd'hui que ces derniers ont trahi certainement cette lutte aujourd'hui? Oui, mais Madame Siké, la trahison est trop grande. Ce que monsieur Sonko, je ne dis pas M. Diomaye, parce que je ne connais pas trop ses pensées lorsqu'il était avec le parti politique. Mais c'est lui le président. M. Sonko, oui, je comprends. Mais à regarder de près, je pense que c'est M. Sonko qui est le président et M. Diomaye qui est le président aujourd'hui est le Premier ministre. C'est parce que, d'abord, pour que ceux-là puissent parvenir au pouvoir, il y a eu une lutte. Ils n'ont même pas, je veux dire quoi, ils sont sortis de prison. Ils n'ont même pas fait une convention pour présenter, pour dire que c'est celui-là qui doit être candidat. Donc, je pense que leur venue au pouvoir est trop illégale pour qu'ils puissent prendre des décisions pareilles contre les peuples africains. Sont-ils d'un autre peuple ou bien ils sont venus d'une autre planète? Le Sénégal fait partie
de l'Afrique. Des vrais Africains ne peuvent pas prendre ce genre de décision. Ce n'est que des frontières illégalement tracées par le colonisateur ou bien l'oppresseur pour qu'aujourd'hui, nous puissions être dans les petites entités. Nous voulons des grands ensembles pour être forts. Regardez quand le Niger a voulu être attaqué. Oui. Il a fallu que tous les autres peuples puissent se dire que si vous les attaquez, vous nous attaquez. Pour que ces gars-là reculent. Vous pensez que si c'était le Niger seulement, le petit peuple du Niger, ils allaient être massacrés comme des fourmis. Mais vous vivez en singleton. Et demain, si vous êtes attaqué avec ces décisions que vous êtes en train de prendre, vous pensez que les autres vont pouvoir vous aider ou pas? Vous savez que ceux qui veulent nous coloniser, c'est des gens belliqueux qui n'aiment pas les autres peuples et qui traitent, en tout cas les peuples noirs, comme des gens qui n'ont pas de cerveau, comme des petits-enfants. Regardez comme ils déshumanisent, en tout cas les Noirs, partout dans le monde où ils sont. Même là où, c'est-à-dire aux Antilles et dans les autres, je veux dire quoi, peuplades noires où ils sont, même aux États-Unis. Madame Siké, vous trouvez ça bien ou pas? Mais vous, en tant que un peuple d'identité noire, vous prenez une décision pareille contre vos frères. Trouvez-vous ça normal? On ne peut pas discuter. Mais je trouve que c'est Diomaye et son Premier ministre sont des gens déracinés. Ils sont déracinés, ennemis du peuple noir. Moi, je le tiens, je ne peux pas enlever cette pensée-là. Bon, je vais m'arrêter là pour que d'autres personnes puissent prendre en tout cas la parole. Merci beaucoup, Madame Manuela, pour en tout cas tout ce que vous m'avez laissé dire ce matin. Merci beaucoup. C'est normal, Monsieur Marc. Merci infiniment à vous. Vous savez que c'est vous qui êtes prioritaire. En tout cas, vous êtes nos invités. Vous faites d'ailleurs partie du panel tous les mercredis sur For You Media Africa. Puisqu'on parle justement du Sénégal, on rappelle que le 17 novembre dernier, les Sénégalais étaient donc aux urnes pour élire leurs représentants à l'Assemblée, bien sûr, nationale. Les résultats de ces législatives ont été largement favorables au PASTEF, le parti au pouvoir. Eh bien, d'après les résultats, on parle au moins 130 députés contre 7 pour le reste, Takoualou, l'autre coalition de l'opposition. Donc, beaucoup après, justement, ces résultats ont estimé qu'à partir de là, le pouvoir en place au Sénégal a donc les mains libres. Certains ont parlé de mains libres pour pouvoir exécuter leur programme convenablement. Alors, est-ce que à partir de là, on pourrait penser que le Sénégal, voilà, le pouvoir en place au Sénégal posera un certain nombre d'actions qui pourraient répondre à ces promesses, aux promesses qui ont été faites lors de la campagne, du moins présidentielle, qui s'est déroulée il y a encore seulement quelques mois du côté du Sénégal. De toutes les façons, le standard reste ouvert. Vous appelez, vous contribuez, soit vous participez, vous donnez votre point de vue, soit sur les thématiques qui vous sont proposées ou encore un autre sujet de votre choix. On retourne en Côte d'Ivoire plutôt. On retourne en Côte d'Ivoire et on prend un autre téléspectateur. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour, Madame Siké. Bon, j'appelle de la Côte d'Ivoire, je voulais me prononcer sur le sujet qui est en cours actuellement. Mais d'abord, je voulais faire une doléance. C'est quand même difficile de vous joindre puisqu'il y a certains qui monopolisent beaucoup la parole. Si For You Media pouvait limiter les temps de parole, ça serait un peu mieux pour permettre à toute personne de participer. D'accord. Voilà. Ceci étant, je voudrais me prononcer sur comment on appelle ça, la réduction des effectifs de l'armée française sur le territoire africain. Pour moi, ils ont échoué un peu, ils ont échoué dans certains pays. Voilà pourquoi ils sont en train de réduire l'effectif. Parce qu'ils ont échoué au Mali, au Niger et bien entendu au Burkina Faso.
voilà, ils viennent dans le cadre de coopération militaire que nous avons signé avec eux depuis les années 60. Certains chefs d'État ont toujours combattu. Voilà, ils sont venus. Il y a eu le terrorisme en 2014 au Mali. Ils sont venus, ils ont augmenté l'effectif. D'abord l'opération Serval, ça n'a rien donné. Après, c'est devenu l'opération Takuba. Ça n'a également rien donné. Après, c'est devenu Barkhane. On a vu, ça a été très grave. Donc, ils ont échoué. Les Maliens leur ont demandé de partir. On a entendu le premier ministre malien, Choguel Maïga, a dit que l'armée française coûtait 1 milliard par jour à l'Afrique. On leur fait appel pour venir nous libérer du terrorisme. Ils n'y arrivent pas. Donc, à un moment donné, on a changé de partenaire. C'est ce que Choguel Maïga a dit dans le temps. Donc, tous ces militaires-là sont regroupés ici en Côte d'Ivoire, au 43e BIMA. Ils ne servent à rien. On ne les paye pas. Donc, l'État français a décidé de les faire partir. Ça ne veut pas dire qu'ils partent tous. Bon, j'entends aussi souvent certains panélistes disent que il faut que l'armée française quitte l'Afrique. On n'a jamais vu notre base nulle part ailleurs. Moi, je pense que c'est pas vrai. C'est parce qu'ils ont échoué. Il y a des bases américaines qui sont en Europe. Il y a des bases américaines un peu partout. Il y a l'armée française qui est... C'est pas là-bas que le problème. Le problème, c'est quel rôle ils jouent. Est-ce qu'ils arrivent à atteindre leur objectif? Non, je ne pense pas. Aujourd'hui, Wagner, sur le territoire africain, on voit que Wagner a donné des résultats. Aujourd'hui, là, grâce à Wagner, l'armée française a gagné du terrain. L'armée malienne, pardon, tant pour moi, a gagné du terrain. Ils ont pu prendre Kidal, ils sont à Tezawaten. Au Burkina Faso aussi, c'est la même chose. Il y a des territoires qui sont en train d'être conquis. Donc, je pense que les Africains aujourd'hui préfèrent Wagner par rapport à l'armée française. Ce n'est pas le problème d'une force étrangère sur le continent qui est le problème. Non, c'est le rôle qu'ils jouent. Quel est leur impact? Qu'est-ce qu'ils gagnent? Qu'est-ce qu'ils nous apportent? Parce que nos armées ne sont pas équipées, sont faibles. Ça, il faut le dire. Il faut que nous le connaissions. Nous sommes obligés de faire appel à une armée plus puissante pour venir nous aider à libérer notre territoire. Mais quand ils viennent, ils ne jouent pas le rôle qu'il faut, alors on demande leur départ. Donc aujourd'hui, la réduction d'effectifs de l'armée française, c'est dû à ça. Ils sont en train de rentrer parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas atteint leur objectif. Ceci étant, je voulais parler aussi de la candidature du président Gbagbo. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a l'impression que les gens ont peur de la candidature de M. Gbagbo. Parce qu'ils utilisent des artifices juridiques qui n'ont pas de fondement pour bloquer effectivement sa candidature. On nous dit qu'il a fait un braquage à main armée, un ancien chef d'État qui a fait un braquage à main armée à la BCAO. Et il n'y a pas eu de convocation. Gbagbo n'est pas informé de la condamnation. Et puis, il y avait lui et ses co-accusés. Ces 3 co-accusés sont acquittés, excepté lui. Donc, on voit ici qu'il y a une peur. Je voudrais profiter de la télévision Foyu Média pour lancer un appel au monde entier. Nous sommes fatigués. Ici en Côte d'Ivoire, nous sommes fatigués. Nous voulons la paix. Il faut que les gens parlent à nos dirigeants de laisser soit tout le monde compétir, les Ivoiriens vont choisir qui va les diriger, ou alors on remet l'âge limite dans la Constitution. La Constitution qui a été modifiée en 2016 pour sauter l'âge limite, on remet l'âge limite à 75 ans. Et M. Gbagbo et M. Ouattara sortent du pouvoir. On choisit les Ivoiriens vont choisir d'autres personnes et la Côte d'Ivoire va retrouver la paix. Parce que si M. Ouattara décide d'être candidat et exclut M. Gbagbo, ça va envoyer des tensions. Nous connaissons les Ivoiriens, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Donc, nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Nous avons eu 3000 morts. On n'a pas encore trouvé les auteurs des 3000 morts. Il faut que les gens parlent à M. Ouattara et au gouvernement de soit remettre l'âge limite. Lui et M. Gbagbo ne sont pas candidats, soit il permet à tout le monde de compétir, y compris Guillaume Soro et tous ceux qui veulent compétir. Les Ivoiriens vont choisir. De toute façon, c'est les élections. On va aux urnes, les Ivoiriens choisissent qui doit les diriger. Donc, je pense que c'est un peu ça le problème de la Côte d'Ivoire. Que tous ceux qui écoutent Foyu Média comprennent que nous sommes fatigués des crises, nous sommes fatigués des morts. Il y a 3000 déjà au placard. On n'a pas encore trouvé les auteurs. Le M. Gbagbo a été acquitté. On n'a pas encore trouvé les auteurs, ne venons pas compléter encore dessus.
Sans oublier qu'il y a eu 100 morts en 2020. Parce qu'il y a une grande contestation du troisième mandat. Donc, il faut que les gens disent à M. Ouattara de créer les conditions de paix. Soit il sort avec M. Gbagbo, soit il permet à tout le monde de compétir. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Je salue tout le monde. For You Media, je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. Je pense, si je m'en souviens, vous appeliez du Niger, je crois. En tout cas, merci. De la Côte d'Ivoire. Merci en tout cas, monsieur, pour cet appel et cette participation. Merci également pour vos différentes remarques. Nous allons essayer d'améliorer justement pour vous permettre, pour satisfaire le maximum. En tout cas, vous le savez, c'est vous qui nous donnez la force, dont nous n'avons pas le choix. Nous devons le faire. Merci, cher monsieur. Effectivement, vous avez partagé avec nous l'actualité. C'est aussi une actualité parce que dans quelques mois, tout comme d'ailleurs au Cameroun, ce sera la course au fauteuil présidentiel, sera en 2025. La présidentielle, vous êtes revenu sur cette présidentielle justement qui se prépare en Côte d'Ivoire avec cette possible candidature de l'ancien président Laurent Gbagbo. De toutes les façons, merci à vous, cher monsieur, d'être revenu là-dessus. On rappelle également une fois de plus pour ceux qui nous retrouvent à l'instant, les deux thématiques proposées ce matin. D'abord, cette annonce de Paris en ce qui concerne la réduction de ses effectifs militaires dans certains pays en Afrique, ce qui va d'ailleurs en droite ligne avec la dernière sortie de M. Bockel, envoyé spécial du chef de l'État français, Emmanuel Macron. M. Bockel le disait, nos partenaires français ne veulent pas qu'on parte. Eh bien, il nous parle là d'un rapport qui doit être exécuté ou encore mis en place en Afrique, du moins dans certains pays, parce que certains États ont été cités. On parle du Gabon, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Tchad, une réduction de militaires. Est-ce convenable? De toutes les façons, votre avis nous intéresse. Et l'autre thématique proposé ce matin, on parle de cette coopération renforcée, coopération économique entre Dakar et bien sûr Washington. Les deux pays s'engagent à renforcer leurs liens économiques et il y a certes beaucoup de critiques en ce qui concerne ce choix, ce partenaire, mais lorsqu'on fouille, lorsqu'on regarde, est-ce vraiment, parce qu'on a écouté certaines interventions beaucoup estiment d'ailleurs que le duo à la tête du Sénégal est en train de trahir la lutte, trahir le combat. Est-ce que vous partagez cet avis? Et d'autres pensent d'ailleurs aussi que maintenant, peut-être que avant ces législatives, parce que c'est quand même l'Assemblée nationale, on parle de loi, l'État, le nouveau pouvoir sénégalais n'avait pas vraiment tous les moyens justement pour appliquer certaines actions, certaines décisions. Aujourd'hui, avec ces dernières législatives qui se sont déroulées, c'était le 17 novembre dernier où on a vu quand même, ils ont raflé la majorité, on parle de moins 130 de ce côté-là, députés en deuxième position. C'est bien sûr la coalition dirigée par l'ancien président Macky Sall qui est arrivé avec un total de 16 sièges et s'en est suivi bien sûr la coalition autour de l'ancien premier ministre Amadou Ba avec 7 sièges justement de députés. Est-ce que maintenant cela donne ces résultats, assez de moyens de coups des franges, on va le dire comme ça, au pouvoir en place pour mettre en place certaines décisions qui pourront justement satisfaire les attentes de ceux-là qui les ont portés à la tête du Sénégal. De toutes les façons, c'est un débat. Vous appelez, vous contribuez, vous donnez votre point de vue. Monsieur Basson, vous êtes en France également, vous nous appelez ce matin. Bonjour. Merci, Call Center. Alors, je salue toute la formidable équipe de For You Media. Manuela Sikendoumbe, je vous dis bonjour. Alors, je salue ici tout le monde. Je salue particulièrement les Caraïbes. Peuple haïtien, nous sommes de tout cœur avec vous. Honte à l'Union africaine. Je salue aussi la passation des services entre l'ex-premier ministre
CKM, Choguel Koukala Maïga, et son jeune frère, Abdoulaye Maïga, le Premier ministre actuel. L'image était très belle et je lui souhaite bonne réussite. Alors, par rapport aux bases militaires, madame, moi j'ai toujours dit ici, il faut apprécier les gestes que les gens posent. Aujourd'hui, les Africains, ils ont dit qu'ils ne voulaient plus de bases militaires, en fait, le peuple africain. Et la France commence à comprendre et a fait quelques retraits. Nous en félicitons. Mais à long terme, c'est qu'il n'y ait plus de bases militaires en Afrique. Alors, les dirigeants qui souhaitent aujourd'hui que quelques militaires restent là pour le protéger, mais je pense quand même qu'à long terme, il n'y aura plus de bases militaires. Par rapport à la deuxième thématique, le renforcement des relations économiques entre Washington et Dakar, c'est une bonne chose dans le sens où ça va être gagnant-gagnant. Parce que ce qui nous intéresse ici, c'est que l'Afrique ne soit pas perdante dans cette relation. Nous apprécions, nous ne sommes pas fermés. Donc, il faut toujours apprécier ce genre d'actes. Nous attendons, nous verrons d'ici, maintenant que le Sénégal a les mains libres, nous verrons d'ici 6 mois à 1 an pour faire le bilan et juger. Donc, c'est un bon acte. Moi, j'apprécie. Mais moi, madame, je voudrais quand même revenir sur la révolution AES et son bilan en 3 ans. Jusqu'ici, les 3 pays ont fait d'énormes progrès. Premièrement, plus de bases militaires des impérialistes sur le sol AES. Le renforcement des capacités militaires pour une défense efficace. Combattre intensément les terroristes. Création de la charte de l'Iptako Gourma et de la Confédération. Nationalisation des sociétés importantes détenues par les impérialistes. Débaptisation des monuments et bâtiments coloniaux. Nourrir les Sahéliens lambda aujourd'hui au moins 1 fois et demie à 2 fois par jour. Je voudrais aussi relever le fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui a mis à libre circulation des personnes et des biens dans ce secteur-là, c'est-à-dire dans l'AES? Ce sont ces 3 présidents. Donc, pour moi, tout ceci, et en plus, sous sanction, madame, un grand pas, un pas de géant. Et ici, AES a le soutien de tout le peuple africain. Et nous rappelons quand même ici que beaucoup ne restent pas faire, madame. Parce que sur la table, nous avons la fédération, le dossier de la fédération, le dossier de la monnaie et d'autres, bien d'autres encore. Ici, je n'oublie pas aussi l'harmonisation de la communication. Vous voyez, quand je parle ici des fois du partenariat stratégique satellitaire avec la Russie, vous voyez ce que ça donne la communication aujourd'hui, c'est très important pour notre peuple. Donc, tout ceci, madame, pour vous dire qu'en si peu de temps, l'AES a énormément fait, même s'il reste beaucoup à faire. Donc, continuons à les encourager avec force et détermination. Ces gens-là vont tenir le coup. Ils nous amènent vers la lumière. Permettez-moi, madame, de dire aussi un mot sur les aides de l'Union européenne et de la France, l'AFD, l'Agence française de développement. Oui. Franchement, il y a quelques jours en arrière, où l'Agence française de développement, l'AFD, nous a dit qu'il a aidé 10 millions d'euros à la RCA, qu'ils ont donné 10 millions d'euros à la RCA et qui nous avait dit que cette aide, c'était sans condition. Mais quand vous lisez cette aide, madame, qu'est-ce qu'il disait cette aide? Les 10 millions d'euros, c'était pour la souveraineté et la gouvernance démocratique. Ce n'était pas pour faire de l'agriculture ou autre chose pour nourrir les Centrafricains.
Alors, quand on le dit, c'est sans condition. Moi, je voudrais qu'on m'explique. On vous donne de l'argent à condition que vous investissez dans la souveraineté et la gouvernance démocratique. Si ce ne sont pas des conditions, c'est quoi? Et les 1 300 000 francs d'euros que l'Union européenne a accordé au Niger, madame, pour les ONG, je leur dit une fois. De plus, ces organisations ne sont pas sur notre sol pour nous aider. À chaque fois qu'ils passent, vous avez vu, récemment, on a interpellé les espions français qui étaient au Niger. Et je ne vous parle pas du Cameroun, où on a trouvé des armes dans les véhicules de ces organisations. C'est les images qu'il faut montrer aux Africains à l'écran. Parce que quand nous, on parle de ça, les gens croient que non, on est contre, je ne sais pas quoi. Vous avez vu ici en Europe où il y a des inondations en Espagne, près de 300 morts, madame. Mais vous n'avez pas vu sur leur sol des organisations pour venir les aider. Non. Donc, arrêtons avec ça. Le combat de la souveraineté, ce n'est pas un combat facile. Tenons bon, mais à long terme, on sera libre. Chère madame, pour en sortir, puisqu'il y a beaucoup d'appelants, je continue à dire ici, et j'appelle tous les partis d'opposition au Cameroun à se coaliser pour l'échéance de 2025. Je vois que ça bouge un peu en ce moment. Ils sont sur le bon chemin, nous les encourageons. Et je continue, madame Sike Ndoumbe. Quand vous vous regardez, vous, madame Sike Ndoumbe, tous les jours devant la classe, dites-vous que tout est possible. Vous avez 7 à 8 ans pour vous préparer pour 2032, madame. Tout est possible. Et je dirais tout simplement, qui ose gagne. Qui ose gagne. Osez gagner. Vous avez la capacité, donc n'hésitez pas, travailler pour ça pour les années à venir. Parce que quand il y a une femme qui est quelque part, les choses avancent. Et ce sont toujours les femmes qui ont libéré la planète. Donc, c'est très, très important. Vive l'AES, vive l'Afrique libre, souveraine et unie. Excellente journée, Monsieur Basson. Merci. Merci à vous, Monsieur Basson. Merci infiniment pour cette participation et bien sûr ces encouragements. Merci beaucoup, Monsieur Basson. Vous êtes revenu sur une actualité également majeure que vous avez partagée avec nous en ce qui concerne les réalisations qu'on enregistre au sein de l'AES depuis l'arrivée au pouvoir, non seulement au Mali du général Assimi Goïta, au Burkina Faso, on a vu M. Traoré, et puis au Niger, on a le général Abdourahmane Tiani. On voit une sorte, vous êtes revenu sur un certain nombre d'éléments de changement de ce côté. Effectivement, bien sûr, à la suite des derniers événements du côté du Mali, où on a malheureusement vu Monsieur Choguel, l'ancien Premier ministre dorénavant, qui a été limogé par le président Assimi Goïta. Il a été remplacé par aujourd'hui le Monsieur Abdoulaye Maïga, le général aussi, hein, Abdoulaye Maïga, qui est dorénavant le Premier ministre du Mali. Mais les images, tout de même, étaient assez belles. On a vu ces images. Peut-être que tout à l'heure, la réalisation nous les montrera encore. Mais de très belles images, en tout cas de passation de service, une passation qui s'est faite de manière courtoise, paisible, et s'est déroulée vendredi entre le Premier ministre sortant, voilà, comme vous pouvez le voir, Choguel Kokalaï Maïga, et bien sûr son successeur, le général de division Abdoulaye Maïga. La cérémonie avait été donc organisée dans les locaux de la primature, en présence du directeur de cabinet adjoint par intérim. Elle a été donc caractérisée par un climat de respect mutuel et de professionnalisme. De très très belles images en tout cas qui ont réjoui les Africains et qui nous ont confortés en ce qui concerne cette lutte qui est menée, et qu'on peut dire que malgré tous les intempéries, malgré toutes, qu'importe la situation, l'objectif reste le même. Ce combat qui est mené et porté par les États membres de l'AES. On va rester, du moins, on part au Cameroun.
Et on prend un autre appelant au standard. Allô? Malheureusement, on a perdu notre téléspectateur. Mais on espère que vous allez revenir. Le standard, bien sûr, reste ouvert. Vous appelez, vous participez concernant les sujets qui vous sont proposés ou alors un sujet de votre choix. Un autre appelant. Allô? Ouais, c'est Amadou Traoré Ouagadou encore. C'est comme c'était... Bon. Il y a un Ivoirien qui vient de sortir comme ça, dit de parler le Wagner. Ce sont les pions de la France qu'il est en train de nous infiltrer encore. Il n'y a pas Wagner au Mali, il n'y a pas Wagner au Burkina, il n'y a pas Wagner au Niger. Il ne faut pas qu'ils n'aient venu nous infiltrer avec leurs problèmes. Et puis il a dit que les 3000 morts en Côte d'Ivoire, on n'a pas connaître les auteurs jusqu'à présent. Tout le monde connaît l'auteur. L'auteur, là, c'était la France et Alassane Ouattara. Il ne faut pas qu'il n'ait venu nous mentir sur les autres bons chefs ici. Voilà. Et puis, le problème du Sénégal, là, c'est que j'étais en train de vous parler là. Ce sont les traites. Ils sont en train de nous manipuler encore. Il ne faut pas que les gens, depuis l'indépendance, ils sont en train de nous faire manipuler pour donner la France là. On ne va pas croire personne. Les France et le Côte d'Ivoire, ce sont les mêmes pions. Voilà. Bonne journée et bonne émission. Merci à vous. Très bonne journée. Merci d'avoir appelé. C'est aussi ça le débat, la contradiction. Et bien sûr, c'est cette contradiction qui nous permet de creuser, de comprendre les enjeux, ce qui se passe réellement. Nous sommes... c'est comme l'arbre à palabre, hein. Chacun nous appelons bien sûr dans le respect mutuel et dans la ligne. Vous connaissez la ligne, nous sommes dans un combat, le combat panafricain. Même dans la contradiction, nous ne devons pas perdre de vue que nous avons un objectif commun. On prend un autre téléspectateur. Allô? Allô? Oui, bonjour. Allô? Ah, d'accord. Bonjour, Madame Manuela. Bonjour. Je ne savais pas que j'étais déjà en ligne. D'accord. Ok. Je vous appelle depuis la Russie. C'est Augustin. Et j'aimerais participer au débat ce matin. Bon, je vais commencer par le Sénégal. Je crois que le peuple sénégalais est un peu plus indulgent que beaucoup d'analystes africains. Ils sont en train de donner vraiment les coups de franche au président Diomaye Faye et son premier ministre Sanko pour pouvoir mener la politique pour laquelle ils ont été élus. Et je crois que les Africains doivent faire preuve de patience, essayer d'analyser les choses froidement. Ils ont été élus sur un programme et ils n'ont pas les coups de franche pour mener cette politique. Ils étaient systématiquement bloqués par l'Assemblée. Aujourd'hui, ils sont en train d'aller progressivement par ce chemin-là. Et on ne doit pas confondre. Ils sont arrivés de façon électorale par les unes au pouvoir. Donc, il faut également qu'on les laisse continuer ce chemin. Ils sont en train de le faire et je crois que les Sénégalais sont en train de leur donner ces coups de franche. Et c'est au bout de leur mandat qu'on pourra les juger. Je ne crois pas que maintenant on peut commencer à les juger et en disant qu'ils ne sont pas en train de suivre le panafricanisme. Non, il n'y a pas... Personne ne peut décrire la doctrine du panafricanisme ou bien la ligne qu'il faut suivre. Et je vais prendre un exemple simple, parce que lorsqu'on est en train de dire que le Sénégal coopère avec les États-Unis, mais est-ce que les États-Unis qui placent des sanctions sur la Russie n'achètent pas le Titan qui permet de fabriquer des avions? Les États-Unis achètent bel et bien le Titan en Russie, donc ça veut dire coopérer, ça ne veut pas dire qu'on s'aime, mais chacun essaye de tirer ses intérêts et les intérêts de son peuple. Mais cela doit commencer quelque part. Donc, si le Sénégal a les coudées assez franches pour pouvoir apporter un soutien à un pays africain, je crois que ce serait une très bonne chose. Donc, on ne peut pas commencer à les juger et à dire des choses. Je crois qu'on sera en train d'aider le colon à mieux nous diviser pour bien régner. Ils ne sont même pas encore 1 an de mandat, mais on voit comment ils sont en train de faire. Il y a une chose qu'on doit les encourager, dénoncer la corruption qui mine dans le gouvernement pour pouvoir bien développer leur politique de rupture. Ils ne sont pas militaires, donc il faut encore bien étudier ceux qu'il faut placer dans les postes stratégiques. Sinon, on les fait un coup d'État.
Il y a des gens qui sont même dans l'administration qui peuvent bloquer systématiquement le travail qui leur est confié ou bien saboter. Et tout ça, ça prend du temps pour pouvoir enlever la mauvaise graine et laisser germer la bonne graine. Ça, c'est pour le cas du Sénégal. Bon, j'aimerais revenir sur une actualité, si vous permettez, qui sera liée entre le Tchad et le Cameroun. Je crois qu'il y a eu résurgence de Boko Haram qui a commencé au Tchad. Et le président Mahamat a menacé l'alliance qui combattait le terrorisme Boko Haram. Et aujourd'hui, c'est le Cameroun qui est en train de subir. Je crois qu'au lieu de menacer de quitter, il aurait pu commencer par faire partie des Français qui sont là et qui ne sont vraiment pas en train de l'aider et de réactualiser avec le Cameroun. Je crois que même le Niger, parce que l'histoire de Boko Haram, je me souviens, en 2014, il y avait parfois, on entendait que Boko Haram a attaqué une base militaire au Niger et a tué beaucoup de gens, a enlevé les enfants au Nigeria, il a attaqué la zone de Korofata au Cameroun. Donc, c'est quelque chose qui est en train de ressurgir. Pourquoi ça ressurgit justement quand on est en train de bouter la France à l'extérieur? Il faut aller voir. Je crois que la première des choses, il faut enlever l'ennemi de la maison pour qu'il ne donne plus les informations à ces gens de pouvoir attaquer. Et à partir de là, maintenant, il essaie de s'entendre avec le Cameroun pour pouvoir combattre. Et le Cameroun également a intérêt à se relier jusqu'au Niger. Parce que quand je vois le Cameroun, il ne dit rien par rapport à l'alliance de l'AES. Et on essaye de faire comme si on est en train de voir ça à distance, comme si c'était très loin de nous. Mais pourtant, nous avons une frontière avec le Niger, avec la Centrafrique et avec le Tchad, le Boko Haram et le Nigeria également. Le Boko Haram est en train de sévir. Pourquoi est-ce que tous ces États ne peuvent pas se mettre ensemble pour pouvoir attaquer? Parce qu'il ne faudrait plus attendre juste de défendre. Il faut attaquer l'ennemi à la source où il se refuge. Et tout ça, ça passe par les informations, par l'échange des informations entre les États. Et je vais également parler de l'actualité, et je vais insister encore sur l'actualité du Cameroun, parce que nous voyons, j'attends vraiment que vous en fassiez un débat. Je crois qu'aujourd'hui, les Camerounais doivent se préparer. Pour les gens qui prétendent aimer le président de la République qui est sur place maintenant, là, je crois que ceux-là doivent, par leur amour, le faire aller se reposer. Et pour ceux qui ne l'aiment pas, doivent également le faire aller se reposer. Je crois que nous avons des hommes assez compétents. Même le promoteur de cette télé est un responsable du parti politique. Je crois que lui également, on ne peut pas faire comme si les gens ne sont pas assez intelligents pour pouvoir gérer le pays. Et qu'après 42 ans, avec toutes les choses qu'on est en train de voir au pays, est-ce qu'on peut continuer à encourager un papa qui a l'âge de se reposer, de continuer? Tous ceux qui l'encouragent, je le dis, j'ai une fois insisté ici, c'est des gens qui ont la main mise sur la fortune publique. Parce qu'il est inadmissible que nous avons des projets qui sont vraiment très bien, mais qui n'arrivent jamais, après tant d'années, après tant d'argent dépensé. Je crois que j'attends impatiemment le débat que vous allez ouvrir sur le Cameroun et je demande également aux panélistes d'être indulgents avec le Sénégal, vraiment. Et je suis aussi également très content du retour du docteur Yam sur votre plateau. Et merci pour tout ce que vous faites. Tous les matins, on est là. On prend ça d'abord. C'est comme, comment je vais dire, c'est l'évangile du matin chaque matin. Je dois d'abord commencer par là avant d'aller au boulot. Même si vous avoir n'est pas toujours facile. C'est vraiment difficile, mais je suis très content d'avoir participé ce matin au débat. Nous sommes également très, très heureux de vous avoir eu ce matin, de vous avoir écouté, cher monsieur. Toutes nos excuses encore par rapport à la difficulté que vous avez certainement à intervenir, parce que le standard peut-être vous décroche pour intervenir dans nos différentes éditions. Nous allons améliorer, nous essayons tous les jours et c'est avec vos critiques, vos remarques que nous essayons aussi de trouver des solutions effectivement pour améliorer justement le service, si on peut le dire comme ça, que nous offrons pour permettre à cette lutte de prospérer. Merci
infiniment, cher monsieur, vous l'avez dit. Ne vous inquiétez pas, il y aura des plateaux spéciaux. Vous savez que la présidentielle aussi se prépare au Cameroun et les acteurs politiques seront invités sur les plateaux de For You Media Africa, la société civile. De toutes les façons, le moment viendra où ce sera le cas naturellement. Il y en aura, on parlera de l'actualité, bien sûr, au Cameroun. Ça se fera, bien ça se fera en prélude aux élections présidentielles qui se préparent dans le pays. D'ailleurs, on reste au Cameroun et on prend un autre téléspectateur. Allô? Ok, merci. Bonjour, Madame Seke. Bonjour, For You Media. Bonjour à tous les... Je m'appelle Vincent Kamini, j'appelle de Washington, D.C. Il faut dire que ce n'est pas évident de vous avoir. Je suis resté debout de 2 heures du matin et au moment où on me prend à l'antenne, il est exactement 2h55 ici à Washington, D.C. Donc, il faut dire, Manuela, que je vais intervenir par rapport au Sénégal, hein, parce que le Sénégal, n'est-ce pas, Sonko et Diomaye nous ont trahis. Et nous avons été trahis par Ousmane Sonko et Diomaye Faye. Et puis, nous avons été ceux-là qui ont soutenu ces dieux-là quand ils avaient des problèmes, notamment quand ils étaient en prison et tout ça. Et finalement, ils sont sortis de prison, ils sont devenus présidents. Et malheureusement, tout ce qui nous est promis, nous ne voyons rien. Donc, moi, je fais une sortie sur ma page Facebook pour dire vraiment, nous avons été trahis par n'est-ce pas, ces dieux au Sénégal et nous pensons vraiment, parce que vous ne pouvez pas tenir des discours de campagne. Vous nous avez dit, vous allez faire la rupture. Vous demandez pourquoi est-ce qu'il y a les bases françaises en Afrique. C'est vous qui avez dit en 2023 que, Inch'Allah, en 2024, quand vous serez président, vous serez au pouvoir, vous allez envoyer les militaires sénégalais soutenir nos frères de l'AES, notamment le Mali. Et depuis 8 mois que Ousmane Sonko et Diomaye sont au pouvoir au Sénégal, qu'est-ce que nous a fait? Qu'est-ce qui a été fait? Rien n'a été fait. Les bases françaises sont toujours au Sénégal. Par rapport au Mali, il n'y a pas de soutien, il n'y a rien. Et ils prennent même les décisions encore pour, n'est-ce pas, mettre le Mali à mal. Mais la dernière attaque à Tizawaten au Mali est partie du Sénégal. D'ailleurs, l'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal a fait des publications, n'est-ce pas, pour soutenir les terroristes. Mais qu'est-ce que les Sénégalais ont fait? En tout cas, pas les Sénégalais, parce qu'il ne faudrait pas que je mélange tout le monde. Hein. Les Sénégalais n'ont rien à voir avec ça. Il veut dire, qu'est-ce que Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont fait par rapport à cet ambassadeur-là qui a ouvertement, la première fois au monde, qu'on voit une autorité, un ambassadeur soutenir le terroriste ou le terrorisme. Quelque chose que tout le monde, dans le monde entier, est condamné. Donc, je pense que pour le Sénégalais, on n'attend plus rien d'eux. Pas pour le Sénégalais, je m'excuse encore une fois pour le peuple sénégalais, qui sont un peuple mature. J'ai dit encore, Diomaye Faye et Ousmane Sonko, on n'attend rien d'eux. Absolument rien. Parce qu'ils nous ont déjà trahis. Le panafricanisme, c'était quand ils étaient opposants. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Ils ne pensent plus aux panafricanistes. Rien. De l'autre côté, je vais parler un peu de l'armée française. L'armée française, où les Français disent qu'ils vont diminuer un peu, n'est-ce pas, l'effectif de l'armée en Afrique, c'est pas ce qu'on attend d'eux. On attend simplement qu'ils portent les militaires et rentrent chez eux avec. Ils n'ont même pas de choix. Ils diminuent les effectifs parce qu'ils n'ont pas de moyens, n'est-ce pas, pour continuer, n'est-ce pas, à maintenir, n'est-ce pas, ces bases françaises qui sont partout en Afrique. D'ailleurs, vous savez que partout où ils prenaient de l'argent gratuitement, surtout dans l'AES, aujourd'hui, ils n'ont plus cette facilité d'avoir ce type d'argent. Donc, du coup, ils sont obligés, n'est-ce pas, de diminuer, n'est-ce pas, cet effectif-là. Mais si ça ne dépend que de nous, pour nous, les panafricanistes, je ne sais pas encore pourquoi est-ce que ces bases-là sont encore même là-bas en Afrique.
Voilà, je ne sais même pas pourquoi ces bases-là sont encore en Afrique. Et pour ne pas trop monopoliser la parole, je vais prendre un tout dernier sujet, surtout ce qui est passé à l'Ukraine et en Russie ces derniers temps. Je vis à Washington, D.C. Je vous dis, Manuela, ici à Washington, D.C., la décision que le président Biden a prise n'est pas, la population américaine ne sont pas d'accord avec ces décisions-là. D'ailleurs, comme il sait qu'il est en train de partir et que Donald Trump va prendre le pouvoir, et que Donald Trump a déjà annoncé que dès qu'il va prendre le pouvoir, il va arrêter avec la guerre en Ukraine, n'est-ce pas, en coupant les sources ou bien l'aide américaine ou en diminuant l'aide américaine. Il est en train de vouloir, en partant, laisser, n'est-ce pas, Donald Trump avec une guerre. C'est pourquoi il autorise donc Zelensky a utilisé les missiles l'ont porté pour frapper sur le sol, n'est-ce pas, de la Russie. Mais tout ce qu'ils sont en train de vouloir faire, la France, les États-Unis et l'Angleterre, ils sont en train de vouloir que ce conflit devienne, ils sont en train de vouloir créer une guerre mondiale. Comme vous pouvez voir, l'Angleterre à ce moment, ça ne va pas. En France, c'est la catastrophe. Aux États-Unis, l'inflation est terrible. Moi, je vis aux États-Unis. Manuela Seke, ici aux États-Unis, l'inflation est terrible. C'est pourquoi est-ce que Biden a perdu, ou bien c'est pourquoi les démocrates ont perdu les élections, parce que les gens se disent qu'au moment où Donald Trump était au pouvoir, on avait des bidons d'huile qu'on achetait ici aux États-Unis à $17. Manuela, c'est qu'aujourd'hui, ces bidons d'huile, bidons d'huile végétale, 20 litres, on achetait à $17 entre 2021 et 2022. Aujourd'hui, je vous dis que ce bidon d'huile est passé à $47. De $17 à $47. Donc, quand on dit qu'il y a l'inflation, ce n'est pas les blagues. Et c'est à cause de ça que les Américains ont voté Trump. Parce que quand Trump était au pouvoir, on achetait le carburant ici à $1,50, $1,75, $1,80 par bidon. Le bidon, c'est environ 3,75 litres. C'est 3 litres 75 pour un bidon. Donc, aujourd'hui, le bidon, c'est $3,50. Il y a des endroits où c'est $4. Donc, c'est toutes ces choses-là réunies qui ont fait que les Américains ont vomi, n'est-ce pas, les démocrates pour l'élection-ci. Donc, Biden, sachant qu'ils sont en train de sortir par la petite porte, il va enclencher une guerre mondiale pour laisser que Donald Trump vienne et qui ne peuvent pas, n'est-ce pas, travailler pour baisser, pour ramener, n'est-ce pas, la vie un peu aux Américains, mais qui vient plutôt chercher à voir avec le combat. Et pour finir, je sors par là, j'ai vu Zelensky pleurnicher l'autre jour que voilà, Poutine a commencé à utiliser même les nouvelles armes pour les frapper parce qu'il est quelqu'un qui n'a pas de sentiment, machin. Mais j'ai dit, mais attends un peu, je tombe de nuit ou quoi? On t'a donné l'autorisation pour frapper sur le territoire d'autrui. Tu as utilisé les missiles, tu as frappé. Maintenant, quand on renvoie seulement un seul missile, tu es le premier à sortir pour pleurer que maintenant il utilise de nouvelles armes. Si tu n'avais pas utilisé les missiles l'ont porté pour frapper sur son territoire, est-ce qu'il devait utiliser les armes sur toi? Donc, je crois qu'à un moment, il faudrait qu'on soit cohérent. Vraiment. Manuela, c'est que bonne journée à vous. Merci pour le travail fait. Je pense que je n'ai pas veillé pour rien. J'ai patienté. Il est exactement 3 heures aux États-Unis. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites et bonne journée à vous. Merci. Bye bye. Voilà, merci à vous, monsieur, je pense, monsieur Kameni, j'espère que j'ai retenu le nom. Merci infiniment pour cet appel depuis Washington. On a été quand même assez indulgents pour vous permettre de dire tout ce que vous aviez à dire. Hein. Voilà, on voit que monsieur Kameni avait beaucoup à dire. On peut lui permettre cela quand même depuis 2 heures du matin, heure de Washington. Et monsieur Liga au standard vous décroche seulement après 50 minutes. Monsieur Liga, vraiment, il faut bien traiter mes téléspectateurs. Monsieur Kameni ne peut pas attendre 50 minutes pour participer à l'émission. En tout cas, merci à vous, monsieur Kameni. Merci infiniment. Vous n'avez pas veillé pour rien et votre contribution a été très riche. Vous êtes revenu sur plusieurs événements et surtout cette actualité géopolitique. D'ailleurs, on en parlait encore hier en ce qui concerne cette guerre. Nous, on préfère dire l'opération spéciale
officielle russe du côté de l'Ukraine. Vous voyez que ça prend exactement vraiment une autre ampleur avec l'arrivée du président Donald Trump, le retour, on va le dire comme ça, de Donald Trump au pouvoir. Et effectivement, beaucoup pensent, comme d'ailleurs M. Khamenei, que M. Joe Biden, sachant qu'il est en train de sortir, essaye de jouer les dernières cartes, faire tout ce qu'il peut faire, justement, en tant que président des États-Unis d'Amérique, encore pour quelques temps. Et voilà, pourquoi pas espérer faire plier la Russie, parce qu'on connaît les intentions, le projet ou alors le programme de Donald Trump en ce qui concerne ce conflit du côté de l'Ukraine. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que la France et l'Angleterre ont dit qu'il serait possible que si M. Donald Trump, à son arrivée à la tête des États-Unis, décidait d'arrêter tout engagement, tout financement de cette guerre aux côtés, bien sûr, de l'Ukraine, eh bien, les deux États, France et Angleterre, vont former cette coalition pour aider l'Ukraine, pourquoi pas envoyer des militaires au sol. Donc, c'est une actualité assez intéressante et qui, d'ailleurs, parle également à l'Afrique. Merci une fois de plus, M. Khamenei, depuis Washington, d'ici. Est-ce qu'on a un autre téléspectateur au standard au Cameroun? Nous vous recevons. Vous êtes au Cameroun, monsieur. Bonjour. Oh. Allô? Oui, monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue, on vous écoute. C'est moi. Moi, c'est Massama depuis Crédit. Ah, bienvenue, monsieur Massama. Monsieur Massama, baissez, j'ai votre retour. Est-ce que vous pouvez baisser le volume de votre télévision, je crois, s'il vous plaît? D'accord, c'est fait, merci. D'accord. Allez-y, monsieur Massama, on vous écoute. Ok. Bon, bonjour, Foyer Africa. J'aimerais intervenir par rapport au cas du Sénégal. Oui. Je comprends l'inquiétude de nos frères panafricains sur la signature qu'il y a eu entre le Sénégal et Washington. Mais je pense qu'il est très tôt quand même pour dire que Dio et Sanko sont en train de nous trahir parce que, bon, moi, ils avaient décidé au départ, ils avaient tenu leur politique pendant leur campagne. Les promesses qu'ils ont eu à faire, c'était de briser tous ces liens avec l'Occident et signer de nouveaux contrats. Donc, s'ils ont pris l'initiative de signer un contrat avec Washington aujourd'hui, signer des partenariats avec Washington aujourd'hui, je pense que ça doit être des partenariats gagnant-gagnant. Si à la longue, on voit que ces partenariats n'apportent pas d'esprit au peuple africain, en particulier au peuple sénégalais, je pense qu'en ce moment, on pourra dire que le gouvernement sénégalais a trahi leur ligne politique. Bon, maintenant, concernant le Niger, l'AES a fait. Je pense que quand le président Diomaye Faye prend le pouvoir, parmi ces visites qu'il a eu à faire, il est parti, il a fait un tour dans l'AES. Je pense que c'était au Niger, si je ne me trompe pas. Et il a essayé de trouver un terrain d'entente entre la CEDEAO et l'AES. Malheureusement, les choses n'ont pas marché comme il avait prévu. Je ne vais pas monopoliser la parole, madame, mais bon, je vous remercie beaucoup et merci beaucoup pour cette émission. Bonne journée. C'est nous, Monsieur Massama. Merci infiniment d'avoir appelé ce matin. Je pense que vous avez dit depuis Crédit. Merci infiniment, Monsieur Massama, pour cet appel. On espère vous avoir de plus. On sait que c'est assez difficile quand même de pouvoir participer, comme beaucoup le disent. En tout cas, on espère que vous reviendrez de temps en temps un peu plus, voilà, et participer à nos différentes émissions. On rappelle, pour nos téléspectateurs, le standard me fait comprendre, effectivement. C'est ce qui peut-être aussi fait en sorte que vous ne parveniez pas à nous avoir aussi facilement. Le deuxième numéro affiché au bas de votre écran,
c'est-à-dire le plus 693 58 96 68, est assez saturé. Nous le comprenons parce que c'est le premier numéro utilisé par For You Media Africa. Mais il faut savoir qu'il y a un second numéro qui est d'ailleurs le premier affiché, le plus 683 20 96 61. Appelez à ce numéro et vous verrez qu'on vous décrochera facilement. Beaucoup n'appellent pas ce numéro et voilà, ça fait en sorte qu'il est difficile de vous décrocher de l'autre côté. Donc, appelez à ce numéro, le plus 237 683 20 96 61 et il vous sera très très facile d'accéder justement à notre standard et voilà qu'on vous décroche. Est-ce qu'on a un autre téléspectateur? D'accord. Depuis le Mali, un autre appelant. Allô? Allô? Oui, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur. Allô? Oui. Bonjour. Alors, monsieur, Bonjour. Oui, monsieur, vous réécoutez. Vous vous réécoutez. Baissez le volume de votre télévision. Si vous m'entendez, je voudrais intervenir sur... par rapport aux thématiques du Sénégal. Là. Je crois que le Sénégal, ce n'est plus la peine d'en parler, quoi, parce que le Sénégal a une position claire avec la France. C'est-à-dire qu'il collabore directement avec la France. Ça, c'est depuis l'Antiquité. Donc, aucun Sénégalais, aucun homme politique sénégalais ne viendra, en tout cas, dire le contraire de ce que la France va décider. Donc, moi, je ne compte pas sur le Sénégal pour le panafricanisme. Donc, je m'arrête là et merci bien. C'est nous qui vous remercions, monsieur, depuis le Mali. Merci pour cet appel. Ça fait toujours plaisir hein, de vous avoir au standard. Voilà, merci infiniment. On prend monsieur Peter depuis l'Écho cette fois-ci. Monsieur Peter, bonjour. Je salue tous les téléspectateurs et téléauditeurs. Je vais donner un peu mon avis sur les thématiques, je peux dire, depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui. Oui. Je veux commencer d'abord par le conflit qui nous intéresse tous, parce que cette géopolitique mondiale implique aussi l'Afrique, parce que quand M. Poutine va faire plier la Chine à l'Occident collectif, je crois que c'est tout le continent africain qui va être libéré. Je me souviens qu'il y a quelques années, M. Poutine avait fait un discours dans lequel il a dit que j'ai pas besoin d'envoyer une bombe sur Paris, mais par contre, il me suffit simplement de libérer toutes les colonies françaises pour que la France soit rétrogradée à la 20e place. Ce qui s'est passé il y a 3 jours est très significatif et je pense et je souhaite que les dirigeants africains aient un regard très attentif et particulier sur la suite à venir, que ce soit les pays qui vont aller aux élections, Côte d'Ivoire, Cameroun, et puis aussi le Congo un an après, c'est-à-dire 2027, Congo-Brazzaville, que cela prenne vraiment en compte la géopolitique, parce que ce serait le tournant décisif et une occasion pour les Africains de se libérer du joug de Paris. Parce que aujourd'hui, l'Occident collectif nous a montré que c'est des tonneaux vides. Ils font du bruit parce que à l'époque, ils attaquaient que les plus faibles. Si eux, ils pouvaient agir comme ils voulaient et dicter leurs lois, comme ils l'ont fait en Serbie, comme ils l'ont fait en Libye, comme ils l'ont fait en Irak, en Afghanistan, et j'en cite. Donc, là, cette fois-ci, ils ont affaire à quelqu'un qu'ils ont, malheureusement pour eux, parce que j'explique que l'Occident collectif est très imbu de sa personne. Très imbu, et ils ont un ego démesuré, au point où
Ils jugent les gens par l'apparence. Ils ont jugé la Russie par rapport à la Russie de l'effondrement de l'URSS. Au point, de chaque jour dans les médias mainstream, on entendait dire « Oh, ils ont le PIB de l'Espagne. » Vous voyez cette arrogance, parce que la France a un PIB de $2 700 et que la Russie, c'était $1 500. Alors, vous voyez des faux experts en carton, excusez-moi du thème très cru, mais c'est ce qu'ils méritent, qui passent sur les écrans télé en train de dénigrer un pays, au point même, Madame Siké, qu'un de nos présidents africains prend la relève en disant que la Russie est la 10e puissance économique derrière la Corée du Sud et qu'ils ont un PIB assez minable, que le vrai partenaire, c'est la France. Vous voyez à quel point on a abruti les Africains. Aujourd'hui, il faut que les nouvelles élites qui sont élues ou qui seront élues prennent conscience que le monde a changé. Le monde multipolaire, là, il a complètement changé. Et il faut user de tactiques géostratégique et aussi d'intelligence. Pour dire ça, en m'adressant à M. Sonko et M. Diomaye Faye, le président du Sénégal. Oui. Comme je dis, Mme Siké, je ne suis pas dans l'émotion. J'observe beaucoup par rapport aux actions que chacun mène. Ils viennent à peine d'être majoritaires à l'Assemblée nationale. Pourquoi apporter des blâmes sur une relation bilatérale entre les États-Unis et eux? C'est vrai que le département américain a joué beaucoup, puisque les États-Unis sont en train d'arracher toutes les colonies françaises à la France. Et ça, faut pas l'oublier. S'ils ont implanté leur base en Côte d'Ivoire, la France pense que c'est un ami, mais elle va la trahir encore en Ukraine lorsque Donald Trump va retourner la veste, parce que les échos que j'ai entendus, c'est que Donald Trump veut retirer les bases américaines en Europe pour prôner à ce qu'on appelle une coexistence pacifique. C'est la théorie et la doctrine qu'ils ont décidé d'adopter entre lui, Elon Musk, monsieur le fils de Kennedy, là, le nouveau ministre de la Santé, et quelques durs du Parti républicain américain. Ils ont réfléchi, ils ont dit, si nous continuons, nous allons nous faire humilier par la Russie et nos pays satellites vont commencer à douter de nous et du coup, on ne pourra plus vendre des armes à quiconque parce que chacun va vouloir se rapprocher de la Russie pour avoir ses armes sophistiquées et assurer sa sécurité. Donc, on va changer de paradigme. Quand on arrive au pouvoir, on impose le dialogue à M. Zelensky, faute de quoi on suspend tout. De deux, M. Kennedy s'occupe du dossier dossier Biden et son fils dans le scandale bio-machin là en Ukraine et de corruption. Du coup, le nom de Zelensky sort, son staff sort, je vais dire le nom de tout cela va sortir. Et alors, la France, l'Angleterre, tous ceux qui suivaient aveuglement, le premier trait, c'est l'Allemagne qui va carrément se retirer et renouer rapidement ses relations avec Russia parce que l'économie allemande, à partir de l'année prochaine, va être en récession, c'est-à-dire que la croissance sera à -0. Donc, voilà tous ces calculs qui sont actuellement là. Malheureusement, comme je l'ai dit, fortunately, France et Grande-Bretagne sont tellement aveuglés par ce rêve d'avoir le part de gâteau en Ukraine qu'ils veulent même se passer des États-Unis, croyant que le plan des démocrates, c'est-à-dire s'aimer le chaos total pour qu'il y ait prolongation de l'intérim, afin qu'on règle d'abord le problème de la guerre qui va se poser, et comme ça, M. Donald Trump n'aura pas à prendre effectivement son pouvoir. Voilà en fait cette stratégie qu'ils ont adoptée. Et tous les experts ont confirmé ce que je viens de vous dire. Ce matin, je suivais un débat, j'ai dit waouh! Donc c'est exactement ce que je voyais. Donc en fait, c'est ce qu'ils veulent créer, une chienlit. Comme Donald Trump avait fait le cafouillage au Capitole, eux, ils veulent faire un cafouillage mondial. C'est pour ça que vous voyez qu'ils utilisent la Grande-Bretagne et la France pour envoyer des missiles SCAP, sachant que Poutine va réagir. Et comme ça, comme les États-Unis sont membres de l'OTAN et que Donald Trump n'est pas encore président, donc le camp des deep state et des vendeurs d'armes là vont entrer en guerre. Mais malheureusement pour eux, je dis bien malheureusement, il y a un haut gradé de l'armée américaine qui a dit que les États-Unis ne peuvent pas tenir une guerre pendant un mois avec ce qu'ils ont vu par rapport à la Russie. Sinon, des bombes risquent d'atterrir aux États-Unis sans qu'il n'y ait la moindre défense.
Voilà pourquoi il y a changement de paradigme. Donc, nos dirigeants africains, ayant vu cela, se disent que, OK, nous allons faire maintenant le choix d'intérêt. Le Sénégal fait des relations commerciales avec les États-Unis, c'est pas mauvais, c'est du business. On n'est pas dans la géopolitique. Si on nous disait que le Sénégal décide de mettre des bases américaines chez eux, en ce moment, on allait hausser le ton. Aujourd'hui, ils sont majoritaires. Ils vont faire des projets de loi qui vont passer à l'Assemblée et on va voir si ça plaît aux Sénégalais. Ils vont voter ce projet. Mais si c'est contraire à la vision panafricaine, en ce moment, on peut apporter déjà des prémices de jugement sur leur comportement. Sinon, pour l'instant, je me garde de toute critique à leur égard parce que je ne suis pas dans la pensée de Dieu. Je ne suis pas non plus, il y a une expression en français, comme on dit qu'on n'est pas prophète, etc. Maintenant, le deuxième volet, concernant le deuxième sujet que vous avez évoqué, qui m'intéresse aussi également, c'est que ce que je peux dire là-dessus, hein, c'est lorsque nous voyons ce qui est en train de se passer, et comme je reviens encore sur mes propos de tout à l'heure, je dis que la présence militaire française, là, c'est en fait le renforcement de la France-Afrique qu'ils sont en train de faire, mais une forme de distraction. Monsieur Macron avait dit il y a 6 mois qu'il va réduire les effectifs, mais renforcer le renseignement. Ça, les gens ne le savent pas. On réduit l'effectif, mais on renforce le renseignement. C'est-à-dire que Paris veut surveiller les pays, comment on dit ça, c'est précaré. Elle veut avoir une surveillance sur la Côte d'Ivoire, elle veut avoir une surveillance sur le Gabon pour contrôler l'Afrique centrale, elle veut également avoir une surveillance au Tchad, elle veut avoir également une surveillance au Sénégal. Mais pour le problème du Tchad, c'est parce que la zone de Faya-Lajo regorge de tonnes de pétrole semblables à ce que produit la Libye. C'est pour ça que Paris a juré que, quel que soit ce qui va se passer, elle ne quittera pas le Tchad. Donc, quiconque voudra l'enlever, lui-même va sauter et exploser. Donc, M. Déby a du pain sur la planche. Soit il convoque une Assemblée nationale pour qu'il vote des lois carrément démocratiques et mettre la France sur le fait accompli, soit il fait aussi sortir les accords d'indépendance que son père ou les Tombaba et consorts avaient signé, et Hissène Habré avait signé, pour dire que je ne suis pas d'accord avec ces accords et j'annule et je reprends la Constitution. C'est la seule façon pour lui de pouvoir s'en sortir juridiquement et internationalement, enfin sur le droit international, right? Donc voilà un peu pourquoi aujourd'hui, Paris ayant vu cette montée, je pourrais dire anti-système français, c'est pas anti-français, anti-système français, veut amadouer les dirigeants africains qui sont encore, ça sort comme M. Patrice Talon, M. Alassane Ouattara, qui sont encore des moutons, pour faire comprendre à la population que non, nous allons réduire nos effectifs, ne vous inquiétez pas. Mais il faut qu'ils transportent leurs bases pour les envoyer sur le front en Ukraine. C'est de ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin de leur surveillance, on n'a pas besoin de leur protection. Chacun est libre de se protéger selon le partenaire qui lui sied, mais pas dans le cadre de la libération que prône, bien entendu, le panafricanisme. Nous n'avons pas encore accepté qu'on vienne s'asseoir chez nous comme si on était encore des valets. Et c'est pourquoi M. Poutine nous donne aujourd'hui cette occasion. Récemment, pour terminer, certains présidents africains sont partis au Sochi pour voir M. Poutine, discuter avec lui. Il leur a dit, sortez de la monnaie et vous allez voir que les BRICS vont être vraiment dans le dynamisme que vous espérez. C'est la seule condition qu'il a posée. Et j'espère qu'à partir de 2025, nous allons rentrer dans une nouvelle ère. Je dis merci beaucoup au Foyer Média. À bientôt. Bye. Merci à vous, Monsieur Peter, fidèle téléspectateur, contributeur de For You Media Africa. Merci infiniment. On prend un autre téléspectateur depuis la Côte d'Ivoire. Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, allô? Bonjour, c'est M. Gaoudi. Je reviens encore pour réagir par rapport au téléspectateur qui a appelé depuis Ouagadougou, qui contestait qu'il n'y avait pas de Wagner au Burkina Faso. Pour moi, il ne faut pas qu'on nie l'évidence. Wagner soit au Burkina Faso, ce n'est pas un problème. Je crois que, Mme Sike, ce monsieur veut faire le palabre qui existe, la palabre, autant pour moi, qui existe entre les Ivoiriens
et les Burkinabés, il veut me mettre dans ce carnaval-là. Moi, je ne fais pas ça. Je ne veux pas descendre dans ce genre de choses. Je dis qu'il y a très récemment que Wagner a été retiré du Burkina Faso. Mais il y a encore des conseillers. Je suis soldat et je sais de quoi je parle. Il y a encore des conseillers. Les vecteurs aériens qui frappent les cibles sur le terrain, ces vecteurs aériens-là, qui les pilote? Ils pensent que c'est les soldats burkinabés qui les pilotent? Non. Il faut que récemment, c'est que récemment que l'armée burkinabé a envoyé des gens aller se former en Russie pour venir. On les a tous vus. Sinon, tout le monde le sait, toute l'Afrique le sait qu'il y a un Wagner sur le terrain. Les VDP sont venus appuyer. C'est après Wagner que les VDP sont venus appuyer, sont venus faire des supplétifs à l'armée. Donc, il faut que le monsieur sache d'abord de quoi il parle, il connaisse d'abord le fonctionnement de l'armée avant de faire des affaires. Je sais très bien de quoi je parle. Je dis, Wagner, la Russie ont appuyé les soldats, continuent d'appuyer les soldats des pays de l'AES pour les permettre de se libérer. Bon, après, ils viennent faire les petits palabres entre Ivoiriens, non, ceci, cela. Moi, je ne descends pas dans ce truc-là. Et puis, deuxièmement, il a dit que non, on sait qui a tué les 3000 personnes en Côte d'Ivoire et que c'est M. Ouattara et ceci et cela. Bon, c'est lui qui le dit. Si tout à l'heure, on l'arrête, si tout à l'heure, par exemple, on l'arrête et qu'on lui dit, monsieur, apporte les preuves de ce qui avance que M. Ouattara a tué les 3000 personnes, je crois qu'il va partir sur des déclarations sur la base de certaines choses dont il n'a même pas les preuves. Dans cette affaire, nous les Ivoiriens, nous allons de façon méticuleuse. Il y a eu un camp qui a été arrêté. L'affaire est à la CPI. Il y a eu un camp qui a été arrêté, a été jugé pendant 10 ans. C'est-à-dire le président Gbagbo et son ministre Charles Blé Boudé ont été jugés, ils ont été acquittés. Ils ont été acquittés, ils sont revenus. La procédure n'est pas suspendue. La procédure n'est pas suspendue. L'affaire est toujours pendante à la CPI. Aujourd'hui, on continue de chercher les auteurs des 3000 morts. Bon, il y a ce que tout le monde dit, non, c'est M. Ouattara. Bon, même si tout le monde, on est d'accord que c'est M. Ouattara, mais est-ce que l'affaire n'est pas pendante à la CPI? Nous, les Ivoiriens, nous sommes très prudents sur cette affaire. Nous attendons, nous voulons, et voilà pourquoi il y a des manifestations toujours devant la CPI pour demander à la Cour pénale internationale de poursuivre les auteurs. Ils sont venus enquêter dans le camp Ouattara, mais ils n'ont pas procédé à des arrestations pour que le procès se poursuive. Donc nous attendons. Je ne fais pas comme lui pour aller m'asseoir dans les coins et écouter. Non, on attend toujours que la CPI nous montre ceux qui ont tué les 3000 personnes. Lui, il dit c'est Ouattara, c'est lui qui le dit. Sur quel élément il s'appuie pour le dire? Nous, les Ivoiriens, nous nous en tenons à la justice. Nous espérons et nous demandons encore à la CPI, je demande à la CPI de continuer de suivre dans le camp Ouattara pour que les Ivoiriens sachent qui a tué les 3000 personnes qui sont encore au placard. C'est ça. Donc, ce monsieur de Ouagadougou se ressaisisse et ne me met pas dans les débats inutiles où les Ivoiriens ont fait comme ça, les Burkinabés ont fait comme ça. Moi, je ne suis pas dans ce genre de choses-là. Donc, j'aimerais lui dire qu'il se ressaisisse et qu'il attende que la CPI nous montre les auteurs des 3000 morts. Voilà. Ici, c'est une télévision quand même sérieuse et internationale. Il ne faudrait pas qu'on vienne ici faire des déclarations tant qu'on n'a pas encore les preuves de ce que nous affirmons. Donc, l'affaire de la Côte d'Ivoire est à la CPI, cher monsieur de Ouagadougou, retiens ça. L'affaire de la Côte d'Ivoire est à la CPI. Le procès est en train de... Nous espérons que la CPI va continuer son enquête et va nous montrer ceux qui ont tué les 3000 personnes. Tant que ce n'est pas encore fait, nous savons que Gbagbo a été jugé et acquitté, ce n'est pas lui. Voilà. Mais alors, c'est qui? On attend la CPI. C'est comme ça que nous, on fonctionne ici en Côte d'Ivoire. On n'accuse pas les gens de ça et ça, ça et là. Donc, Madame Sike, c'est ce que j'avais voulu dire. Les vecteurs aériens du Burkina Faso sont pilotés par des forces étrangères. Il faut que ce monsieur sache ça. Il faut qu'il demande à un soldat sérieux. Le soldat va lui dire, les VDP sont au sol avec l'armée burkinabé, mais les vecteurs aériens, l'appui aérien et les conseillers militaires de Moscou sont à Ouagadougou, à Bamako et au Niger.
il faut qu'ils le sachent. C'est comme ici en Côte d'Ivoire, il y a des conseillers militaires français qui sont avec nous. C'est comme ça. Donc, il faut qu'ils sachent ce qu'il dit. Merci. Merci à vous, Monsieur Gaoudi. Merci d'avoir rappelé. Malheureusement, c'est la fin également de cette émission. Je sais qu'il y a encore des appelants au standard. Malheureusement, on doit mettre un terme. Mais c'est toute la journée, le mercredi, des téléspectateurs pourraient revenir le soir avec Nguéné dans le cadre du point sur l'actualité pour échanger également avec lui lorsqu'il sera exactement 17h GMT, soit 18h heure d'Afrique centrale. Merci. Effectivement, il n'est pas question de confronter vraiment pas du tout les différents peuples. Nous avons besoin d'être unis pour arriver justement à notre, du moins pour atteindre nos objectifs. Donc ce n'est pas du tout ce que nous allons promouvoir sur les plateaux de For You Media Africa. Merci, mais voilà la contradiction, c'est ça le débat, la contradiction dans le respect de l'autre. Merci pour cette contradiction, chers téléspectateurs. Merci parce que vous appelez dans le respect, la courtoisie, effectivement, et vous donnez votre point de vue sans complexe. Et c'est ce que nous saluons également et c'est d'ailleurs ce que nous aimons. Merci infiniment. On rappelle très rapidement les thématiques qui étaient posées sur la table des discussions ce matin. Alors, on est d'abord revenu sur l'annonce de Paris en ce qui concerne la réduction de ses troupes en Afrique. Et voilà, pour Paris veut cette réduction pour s'inscrire dans une sorte de volonté de mise en œuvre d'un partenariat de défense renouvelé et co-construit avec ses collaborateurs d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, mais aussi de l'Afrique de l'Est. Ces positionnements permettent donc à la France de posséder une plateforme stratégique opérationnelle et logistique selon, bien sûr, le ministère des Armées. Eh bien, en second thème proposé ce matin, cette coopération économique renforcée entre les États-Unis et bien sûr le Sénégal. Washington a salué le progrès du Sénégal en matière de transparence budgétaire et son engagement avec certaines institutions financières. Et le gouvernement sénégalais s'est aussi engagé à continuer justement les réformes rigoureuses en ce qui concerne la gestion des finances publiques. C'est dans un esprit, comme nous disent, nous racontent ou nous rapportent les sources, que c'est dans un esprit de partenariat renforcé. Les deux parties ont donc décidé que la prochaine session de la commission économique mixte se tiendra cette fois-ci du côté du Sénégal, parce que la première, celle qui était à l'ordre du jour ce matin, s'est déroulée du côté des États-Unis le 22 novembre dernier. La prochaine va donc se dérouler du côté du Sénégal. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de For You Matin sur For You Media Africa. Merci infiniment de nous avoir suivis, écoutés. Merci d'avoir été avec nous. Le mercredi des téléspectateurs se poursuit. D'ici là, portez-vous bien.